Ouais, après 34 ans d'attente, Daniel Jolivet qui peut voir d'une certaine façon la lumière au bout du tunnel, le ministre de la Justice qui vient d'ordonner, ou qui a ordonné plutôt hier, un nouveau procès. Je le reçois en compagnie de son avocat, Maître Nicolas Saint-Jacques, pour discuter là, de cette étape judiciaire ultime. Monsieur Jolivet, Monsieur Saint-Jacques, bonjour. Merci d'être ici avec nous ce matin. Bonjour. On est à près de 24 heures après l'annonce du juge. La poussière a un peu retombé. Vous vous sentez comment ce matin, M. Jolivet? Très bien. Oui. Ça va bien. Je suis bien content de la décision du ministre. On l'attendait, ça faisait longtemps, comme vous avez mentionné. Oui. Puis on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va attendre ce que le DPCP, le directeur, va décider de faire. Maître Saint-Jean, à quoi justement on peut s'attendre, les prochaines étapes pour la suite des choses? Alors, évidemment, là, on a un nouveau procès, donc on retourne un peu comme en 1992. Oui, donc, c'est l'étape là, où M. Jolivet avait été arrêté. On est un peu dans la même étape, c'est-à-dire la condamnation a été cassée, a été annulée, et là, on reprend les procédures comme on était en 1992, il y a 3 décennies essentiellement. Donc là, maintenant, le ministère public, le DPCP, reprend les procédures et là, peut décider soit d'aller de l'avant, ou soit de ne pas y aller. Ça dépend évidemment s'il est possible de faire une preuve dans le cadre d'un procès. Donc, ils vont réévaluer leur dossier. Et s'ils considèrent que, bon, ils ne peuvent pas continuer à poursuivre M. Jolivet ou qu'ils ont des éléments de preuve qui justifient qu'on arrête les procédures, eh bien, il y a 2 choix qui s'offrent au DPCP. Soit qu'ils décident d'arrêter les procédures comme telles, avec leur pouvoir discrétionnaire, ou encore, ils vont dire au juge, écoutez, on n'a pas de preuves à offrir dans le procès de M. Jolivet. Et là, le juge peut prononcer un acquittement. Donc, c'est une distinction juridique qui est peut-être un peu pas très importante là, pour le commun des mortels, mais pour une personne comme M. Jolivet qui a été victime d'erreurs judiciaires, c'est très important d'entendre les mots « acquittement ». C'est ce que vous souhaitez, justement, M. Jolivet? Oui, par-dessus tout, c'est ça. Ce serait le but, ce serait qu'il y en a un procès, puis qu'ils disent, comme Maître Saint-Jacques dit, on n'a pas de preuve à offrir, mais que la juge ou le juge prononce l'acquittement. Puis là, que je sois reconnu non coupable. Ce que je suis, d'ailleurs, ce que je dis depuis le tout début. Puis, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ce que je souhaite par-dessus tout, oui. D'entendre ces mots-là, non coupable. Oui, non coupable. Monsieur Jolivet, aujourd'hui, vous êtes acquitté. C'est fini. Après ça, bien, je continue ma vie où elle sera rendue à ce moment-là. Pourquoi c'est si important pour vous d'entendre ces mots-là? Bien, parce que je suis innocent. Je veux être reconnu innocent depuis le tout début que je dis. Puis, on m'écoutait pas, mais avec tous les nouveaux éléments qui ont été découverts, bien, ça démontre que je suis innocent. C'est pas moi qui ai commis les crimes. Vous comprenez? Oui. Maître Saint-Jacques, qu'est-ce que ça a pris comme travail pour justement trouver ces nouveaux éléments-là? Beaucoup d'heures. On ne parle pas de centaines d'heures ici, on parle de milliers d'heures. Ah oui. Donc, évidemment, ça a commencé en 2002 avec ma conjointe et Dominique Larochelle, donc Lida Sarah-Nouret et Dominique Larochelle, qui ont débuté l'assistance de M. Jolivet. Ça fait très longtemps, comme vous pouvez voir. Et en 2005... Sur des années, là, c'est ça? C'est l'implication du projet Innocence Québec, là, avec Dominique Larochelle au départ. On parle de plus de 20 ans, dans le fond, d'implication. C'est sûr qu'en cours de route, on a découvert des éléments de preuve parce que, bon, on a présenté une première demande au ministre de la Justice qui s'est soldée par un refus. Il y a eu des contestations devant les tribunaux. On est retourné devant le ministre. Il y a eu des demandes d'accès à l'information en parallèle. Et tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, on est allé chercher des éléments de preuve en cours de route, des éléments qui n'avaient pas été divulgués lors du procès de M. Jolivet et qui permettent de mettre en doute la fiabilité et la crédibilité du délateur qui a témoigné dans le dossier de M. Jolivet et qui constituait là, la preuve principale au soutien de la condamnation. Donc, on a permis de découvrir des éléments à ce niveau-là, mais aussi des éléments qui démontraient qu'il y avait un suspect alternatif aussi pour la commission des crimes, qui avait peut-être commis le crime avec le délateur, mais à tout le moins, ces gens-là étaient impliqués et ça démontre que M. Jolivet, lui, ne l'était pas. Et vous, M. Jolivet, là, pendant toutes ces années-là, ça ressemblait à quoi votre travail? Parce que vous étiez en prison là, pour gérer tout ça, faire les contacts aussi à distance. Bien, au tout début, Maître Saint-Jacques, il mentionne 2002. Oui. Ça, c'est le moment où le projet Innocence Québec est entré pour m'aider dans le dossier. Mais moi, j'avais commencé bien avant. Là, en 1992, j'ai commencé à écrire des lettres à la main. Après ça, je pouvais utiliser un dactylo au pénitencier. Puis ensuite de ça, j'ai appris comment utiliser un ordinateur, puis imprimer des lettres, là, corriger mes textes. Puis
En tout cas, pour la syntaxe, puis enlever les pléonasmes, ces choses-là. Là. Puis j'écris des centaines de lettres, des centaines, partout où j'ai écrit. Partout, à toutes les universités, à différents avocats, différents ministères, pour obtenir des documents. Des fois, ils disaient non, on ne peut pas en vertu de tel article, tout. Puis je continuais, j'ai jamais laissé tomber pour en arriver où on est aujourd'hui. Oui. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous a amené à garder cette motivation-là? Parce que vous avez toujours clamé votre innocence. D'autres auraient pu décider de dire, bien non, je suis coupable, mais je quitte la prison ou j'obtiens quelque chose d'autre. Mais jamais. Je m'en voudrais jamais coupable d'un crime que j'ai pas commis. Dans le passé, j'en ai déjà commis des crimes. Puis j'attendais pas. Je disais que j'étais coupable. J'ai jamais eu bien des procès, rien de ça. Mais là, je suis non coupable, fait que je m'avouerai pas coupable d'un crime que j'ai pas commis. Je lui disais tout le temps ça, même les gardiens, les autres, les détenus, puis tout, qui me disaient « Bien, t'as juste à dire que t'es coupable, tu vas passer devant libération conditionnelle, puis ils vont te laisser sortir, tu vas faire des programmes, tout. » Puis je dis « Bien, dis que c'est toi, puis tout, tu sortiras. Moi, je suis pas coupable, fait que je vais jamais dire que je suis coupable. » Puis je continue à travailler, puis avec l'aide du projet Innocence Québec, Lida Sarah Nouret, puis ça a bien été. Au fil des années, même si on se faisait dire non, on continuait pour en arriver où on est aujourd'hui. Parlons-en du projet Innocence Québec. C'est quoi l'impact de ce projet-là sur des détenus, des personnes qui clament leur innocence, comme M. Jolivet, Maître Saint-Jacques? Oui, bien c'est ça. On reçoit beaucoup de demandes à chaque année de personnes qui veulent obtenir l'aide du projet Innocence. C'est ça, le projet Innocence, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par ma conjointe en 2002. Et on a l'assistance d'avocats bénévoles qui viennent justement donner des heures pro bono à des gens comme Daniel. Puis on a également des étudiants en droit à l'Université du Québec à Montréal qui nous aident. Alors ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet, nous, comme avocats, de faire notre travail d'avocat, mais tout ce qui est la révision de preuves, la transcription, des résumés de preuves, les étudiants sont impliqués. Donc ça, c'est vraiment une assistance qui je vous dirais, qui est à des personnes qui sont démunies sur le plan financier, souvent psychologique, qui n'ont plus d'aide. Daniel, quand il est venu nous voir au projet Innocence, j'étais pas là à l'époque, mais je veux dire, il avait épuisé toutes ses ressources en appel, il y avait eu des avocats dans le dossier, et là, on arrive au bout, là, il n'y a plus d'autres possibilités, et là, il y a un organisme comme ça qui peut prendre le dossier et le mener à terme pour présenter une demande au ministre de la Justice. Alors, c'est un organisme qui est essentiel, mais on ne peut pas aider tout le monde, malheureusement. On a des ressources limitées et ça, c'est un peu plate parce que, bon, c'est des contraintes qui font en sorte qu'il y a quelques dossiers qu'on peut porter sur nos épaules parce que c'est des dossiers qui impliquent des milliers d'heures, comme je disais. Et M. Jolivet, c'est le cas, mais vous avez entendu peut-être M. Claude Paquin il y a 2 ans. Il y a d'autres dossiers également dans lesquels on a eu du succès. Mais c'est tous des dossiers avec des dizaines et des dizaines de boîtes et des documents là, à n'en plus finir. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça prend justement pour réussir ce type de dossier-là? Qui sont complexes aussi. Oui, il faut avoir, je dirais, une certaine capacité juridique, là, c'est certain, mais beaucoup de, je vous dirais, de résilience. Et ténacité. Oui. Je pense que vous l'avez, ça, la résilience, la ténacité, M. Jolivet. Ça l'a pris parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui à discuter. Oui. C'est les avocats qui doivent en avoir, mais les clients. Parce que c'est eux là, qui souffrent, c'est eux qui ont le préjudice, c'est eux qui sont à l'intérieur des murs. Nous, on a une vie à l'extérieur. Oui, on prend beaucoup de temps pour les aider, mais il faut avoir un client qui y croit lui-même pour qu'on puisse y croire. Et dans le cas de Daniel, bon, il a toujours cru parce que Daniel, malgré tous les revers qu'il a eus, parce qu'on en a eu beaucoup là, dans ce dossier-là, il a toujours cru qu'au bout de la ligne, il allait l'avoir, son nouveau procès. Effectivement. Ouais. Vous avez dit, M. Jolivet, ça prenait ça pour se retrouver ici et en parler. Comment vous vous sentez là, de vous retrouver sur un plateau de télévision, à l'extérieur de la prison, en ce moment, là, des années plus tard, après avoir été incarcéré, et de parler de votre dossier comme ça? Bien, je me sens bien. On est bien aujourd'hui, là. Oui. Je respire l'air dehors, sauf que des fois, c'est pas toujours drôle, tu sais. Je repense à tout ça. J'ai revu ça quand même. C'est dans ma tête, ça tourne, tu sais, là. Comme le petit hamster là, dans la roue, là. Ça arrive souvent, ça, tu sais. Oh, je m'arrête des fois, puis je pars. Puis c'est pas toujours drôle, pareil, tu sais. Mais la vie continue, puis je vais continuer où je suis rendu là. Puis j'ai beaucoup d'aide, j'ai des amis, puis ils m'encouragent. Des fois, c'est pas drôle, des fois, je suis dans ma tête seul, puis même s'ils sont alentour de moi, puis des fois, je les entends pas me parler. Tu comprends?
c'est Vous avez difficile. un soutien psychologique aussi? Oui, j'ai un psychologue, un psychiatre qui me suit parce que dernièrement, j'ai été à l'hôpital de Douglas parce que là, ça ne marchait vraiment pas bien. Puis là, tranquillement, tout avec la thérapie, bien, on espère que, j'espère en tout cas que ça va mieux aller dans les prochaines années parce qu'il m'en reste plus bien à vivre, pareil. Là. Je suis tout le temps malade, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des problèmes comme là. Bien, vous avez une pneumonie en ce moment. Oui, c'est bactérienne, c'est grave, ça, cette histoire-là. Si je me serais pas présenté à l'hôpital, là, en tout cas, je sais pas ce qui aurait arrivé, mais en tout cas, là, ça va mieux aller. On vous souhaite la santé mentale, la santé physique aussi, c'est très important. Puis je me demandais, parce qu'on parle quand même de 33 ans de vie en prison. Oui, c'est long. Vous ressortez de là, la société a changé. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus depuis votre sortie? Il y a pas mal plus de monde au Québec, là, hein? Ah oui? Il y a beaucoup de trafic, les prix qui ont augmenté, les nouveaux bâtiments, les nouvelles structures, les architectes qui ont changé leur mode de dessiner, puis les nouveaux les blocs, comme les gros buildings là, avec des couleurs, puis tout ça. C'était pas comme ça avant, c'était à drabe, c'était à ciment, puis tout. Aujourd'hui, il y a des couleurs bleues, vertes, toutes sortes comme ça. Les balcons sont faits différemment, puis tout. Non, ça a beaucoup évolué. En 33 ans, moi, j'étais pas là. Je reviens, je suis comme sur une autre planète. Oui, c'est ça. C'est le sentiment d'arriver sur une nouvelle planète. Ouais. C'est ça. Puis le trafic, mon Dieu. Sur des carrés, je conduis, j'ai mon permis de conduire. Puis j'ai un véhicule, mais sur des carrés, là, c'est incroyable. Là. Il y a tout le temps plein de trafic. Il y en avait avant, mais pas tant, mettons. Pas tant, pour reprendre une personne qui me dit tout le temps, pas tant, non, pas tant, effectivement. Oui, il y a le trafic, effectivement, les infrastructures les qui ont prix, changé. C'est incroyable, là. Les prix avant... Qu'est-ce qui vous marque le plus au niveau des prix qui ont changé? Bien, c'est quadruplé, je sais pas trop, là, ça coûte cher. Comme l'essence aussi, c'est rendu 2 $ quasiment. Mais des fois, ça monte un peu plus, des fois, ça descend. Mais 1 litre, tu sais, 1 litre, c'est pas gros, 1 litre d'essence, là. Mais avant ça, c'était moins cher que ça, là. Je pense que c'était à 65 cents, une affaire la même. 2 piastres, un peu, là. C'est comme 3 fois, 4 fois le prix. Puis c'est la même chose pour les boissons gazeuses, ces choses-là, tu sais. Comment vous vous adaptez à la société qui s'est transformée, finalement? Bien, on s'adapte. Comment on réussit à s'adapter? Jour. Oui, c'est ça. Ouais, Comment vous réussissez à vous adapter jour après jour, après 33 ans d'absence à l'extérieur d'une prison? Wow, comment on s'adapte à ça? Bien, on s'adapte. Faut vivre avec, comme on dit, là, hein? Tu sais? On n'a pas le choix, là. C'est quoi? Je peux pas aller au dépanneur et dire, hey, je paye ça 60 cents. Tiens, je te paye 60 cents. Il va dire non, tu sais. Tu comprends? Il faut s'adapter. Encore une fois, la résilience, tu sais. C'est ça. Pensez-vous que c'est votre plus grande qualité, la résilience, M. Jolivet? Ou... Oui, puis la ténacité. Tu sais, moi, je lâche pas le morceau. Tu sais, j'avais un saying avant en anglais, je le dis plus, mais parce que mon avocat, il me disait non, on peut pas dire ça, mais tu sais, je me laisse pas faire, mettons, tu sais. J'arrête pas, moi. Tu sais, non, je me laisserai jamais faire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui se retrouvent dans une situation similaire à la vôtre? Mais lâchez pas. Laissez-vous pas aller. Peut-être parce que pendant 33 ans, moi, ma vie au pénitencier était constituée juste de ça. Écrire des lettres, faire des demandes d'accès à l'information, communiquer avec mon avocate, avec les amis, toutes différentes personnes qui m'encourageaient. Puis le monsieur qui écrit le livre avec moi, le 12e jury, vous avez vu, lui aussi, il m'a beaucoup aidé. Pierre Bellin, qui s'appelle, un bon monsieur. Puis Lida, Dominique, toutes ces personnes-là, Yves Boisvert, Isabelle Richer. Isabelle Richer est en vacances, mais on s'est parlé hier au téléphone, elle m'a appelé, Isabelle. Isabelle, c'est devenue une amie maintenant. Isabelle Richer, vous la connaissez très bien, j'imagine. Oui, une excellente Quand journaliste. on va revenir de vacances, on va revenir sur le plateau ici. Ça ne fait pas la première fois que je viens ici. Non, vous allez être un habitué du plateau, je suppose. Oui, c'est ça. Elle m'a dit qu'on était pour se revoir. Bien, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite des choses. Comme j'ai dit plus tôt, de la santé, tant physique que mentale. M. Jolivet, M. Saint-Jacques, merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon succès pour la suite des choses et pour votre pneumonie aussi, hein? On vous souhaite la santé. Ça guérit tranquillement là, avec les antibiotiques. C'est formidable. On voit dans ma voix que c'est pas encore guéri, là, mais ça s'en vient. Au moins, vous pouvez vous exprimer, c'est ça l'important. Oui, c'est ça, parce que sinon, mercredi, je pouvais pas vraiment ni avant. Alors là, on est sur une pente ascendante. Merci à tous les deux. Merci. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Vous également. À tout le monde ici. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.